constitué l'assassinat donc prémédité et délibéré de 6 millions de nos frères en Europe, donc dans toute l'Europe occupée par les nazis, et d'autre part aussi, donc c'est que les Juifs, ils n'ont pas été menés à l'abattoir Ketson la Tevar comme du menu bétail à l'abattoir, mais que beaucoup de Juifs ont résisté, se sont élevés contre leurs oppresseurs, que ce soit en Pologne, en Lituanie, en France aussi à travers la résistance, à travers les éclaireurs israélites, le Robert Gamzon, donc c'est les éclaireurs israélites qui ont fait un mouvement de résistance spécifiquement juif dans la région de Toulouse, mais aussi donc même les FTP Moy, les francs-tireurs partisans, la main-d'œuvre immigrée, la plupart, 90% c'est des communistes, mais ces 90% c'était des juifs qui se sont engagés dans la résistance pour résister contre l'ennemi commun qui était l'ennemi nazi. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier point qui est important. C'est pas seulement Yom HaShoah, mais aussi Yom HaShoah V'Gvura. Et un deuxième donc, point important aussi, donc comme je l'ai dit donc donc, durant la fête pour présenter cette cérémonie en quelque sorte, donc l'importance de la transmission, le fait que de transmettre aux générations futures, donc à nos enfants, ce qu'a pu être donc, qu'est-ce qu'on appelle ces catastrophes pour le judaïsme européen, le judaïsme mondial. Et donc c'est important. Donc j'ai fait un parallèle avec Pessah, et j'ai dit que la transmission, c'est deux éléments, la connaissance livresque, c'est-à-dire c'est vrai qu'on peut apprendre les événements par le livre, etc., mais aussi par l'expérience, c'est-à-dire de connaître la vérité par l'intermédiaire des témoins, des gens, des Aidim Ne'emanim, de témoins donc visuels qui, eux, ont vécu ces événements et qui peuvent nous transmettre leur expérience, qui peuvent nous transmettre des témoignages de premier ordre quant à cet événement. Et la transmission, c'est ces deux éléments, la connaissance et l'expérience. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure vous allez entendre donc un témoignage donc d'une rescapée, donc Madame Fuchs, qui viendra donc vous exposer donc ce qu'elle a vécu durant la guerre, donc dans la région parisienne, ici dans l'est parisien, donc dans l'endroit où nous on vit actuellement. Donc elle va vous raconter ce qu'elle a vécu durant ces nazennes terribles. Ensuite donc j'ai tenu absolument qu'il y ait deux cérémonies, enfin deux commémorations religieuses en quelque sorte, deux prières. Une prière sfarade, une prière ashkénaze. Donc j'ai fait venir Monsieur Chaz, Monsieur Emmanuel Chaz, qui est Chazan ashkénaze, qui va faire donc la prière donc selon le rite ashkénaze, et donc on fera aussi la prière selon le rite sfarade. Pourquoi? Parce que finalement, beaucoup d'entre nous viennent du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, et peut-être qu'on se dit, ah, nos familles n'ont pas été concernées par ça. Alors peut-être qu'effectivement ça ne nous concerne pas, ça ne nous concerne pas, nous, les Sfaradim, on n'est pas concernés, mais si on est concernés, bien sûr qu'on est concernés. Pourquoi? Parce que si nos parents avaient vécu en Europe à l'époque, alors on aurait été nous aussi déportés. Et je vous rappelle aussi que la plus importante, avant-guerre, il y avait une grande ville, la plus grande ville sfarade du monde. Elle s'appelait Salonique. C'était la seule ville au monde c'était la deuxième ville de Grèce. Salonique était la deuxième ville de Grèce. Après Athènes, de nos jours encore, c'est la deuxième ville de Grèce. C'était la seule ville au monde où il y avait une majorité juive. Même à New York, il n'y a pas de majorité juive. Le port était fermé le Shabbat. Le port, voilà comme me dit, le port de Salonique, parce que beaucoup de juifs de Salonique, ils étaient dockers. Et le port de Salonique, il était fermé le Shabbat. Les bateaux, ils savaient, les bateaux qui venaient débarquer pour toute la Grèce, ils savaient que le vendredi après-midi, ce n'est pas la peine de s'approcher du port, ils restaient en haute mer, parce qu'ils savaient que les docks, à partir de 2 heures avant Shabbat, les docks étaient fermés, ce n'était pas la peine de débarquer. La plus grande ville sfarade du monde, c'est-à-dire Salonique, elle a été détruite par les nazis en 3 mois, en 1943. En 3 mois. Donc nous aussi on est concernés. Les Sfaradim, vous savez, vous allez au mémorial de la rue Geoffroy Lanier, vous allez sur le mur, vous savez 15% des noms, c'est des noms Sfaradim. Des juifs turcs ou grecs qui vivaient à Paris dans le 11e, ou bien des juifs d'Algérie ou de Tunisie qui vivaient à Paris à cette époque-là, qui ont été déportés. Donc
Donc, on est tous concernés par cette histoire-là. Les Juifs de Tunisie, en Tunisie, certains ont été déportés. Donc on est tous concernés par cette histoire-là, et c'est pour ça que j'ai tenu, donc à la fois, donc, qui est donc un Chazan Ashkenaz et un Chazan Sfarad qui puissent donc faire la tfila. Donc on va demander à monsieur Emmanuel Chaz de faire la Hashkava, donc le Iskor selon le rite Ashkenaz, puis on demandera à notre ami à Marc de faire selon le rite Sfarad. Hashmodo, Bioishwitz, Maidunek, Treiblinko, Kulom Kedoishi mit Hoyeriem, Bahavir Shoni mit Parlim, mit Doko Behadas Kuras Nishmosun. Lochaim Baal Rachamim, Yastireim Besaiser Kenofov, Leroy Lomim, Vitzroy Levitzroy Rachayim, Es Nishmosun, Adoinoi, Inachalutzon, Beganeidein, Teimenichoson, Yonichi Beshuloim al Mishkevoison, Venoimar, Amen. Dieu, plein de miséricorde, toi qui résides dans les hauteurs, accorde un repos éternel sous les ailes de la Providence, comme nos saints et nos purs qui brillent et qui étincellent comme la lumière du firmament. Accorde ce repos aux 6 millions d'âmes d'Israël, aux déportés et exterminés pendant la Shoah, hommes, femmes, enfants qui furent assassinés, brûlés dans les camps de la mort, en particulier à Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Sobibor, Majdanek, Treblinka, Struthof, Dachau, Buchenwald, Mauthausen. Par la prière exprimée par notre communauté pour l'élévation de leur âme, Père miséricordieux, recouvre-les de tes ailes à jamais, que leur âme soit protégée dans le faisceau de la vie éternelle, que l'Éternel soit leur héritage, que le souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais, que leur mérite se pose en permanence sur nous et sur tout Israël. Amen. Terre, ne recouvre pas leur sang, que leur cri reste vivant, qu'ils reposent en paix, et qu'ils se relèvent à la fin des temps, et disons Amen. Amen.
טוב משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. סוף דבר, הכל נשמע את האלוהים, ירא ואת מצוותיו, שמור כי זה כל האדם. יארזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם. מנוחה נכונה, ישיבה עליונה, תחת כנפי השכינה, במעלת קדושים טהורים, כזוהר רקיע, מאירים ומזהירים, וחילוץ עצמים, וכפרת אשמים, והרחקת פשע, והקרבת ישע, וחמלה בחנינה, מלפני שוכן מעונה, וחולקה טבע, לחיי עולם הבא, שם תהא מנת ומחיצת, בישיבת נפש היהודים הנהרגים בשואה. רוח אדוני ונכללנו בגן עדן. התפטר מן העלמה הדין, ירואה אלאה, מראה שמיה והרע. מלך מלכי המלכים ברחמיו, ירחם עליהם, ויחוס ויחמול עליהם. מלך מלכי המלכים ברחמיו, יסתירהו בצל כנפיו ובסתר העולו לחזות בנועם, אדוני ולבקר בהיכלם. ולקץ הימים יעמידיהם, ומנחל עדניהם ישקיעיהם, יצרוך בצרור החיים, נשמתיהם וישים כבוד מנוחתיהם. אדוני הוא נחלתם, וילווה עליהם השלום, ועל משכבם יהיה שלום. ודכתיב יבוא שלום, ינוחו על משכבותיהם. הולך נכוחם הם בכל בני ישראל, השוכבים עמהם בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. Nous allons donc procéder à l'office de Harvit et ensuite donc Madame Fuchs viendra donc livrer son témoignage. Adonai Tsebaot. Il y aura deux témoignages ce soir donc, de Madame Weinsberger donc, qui était déportée et donc qui vient de Hongrie, donc qui a été déportée de Hongrie donc, vers Auschwitz, donc il vous livre en premier son témoignage. Je vous l'ai dit et je peux parler. Je voulais vous dire que j'avais 19 ans quand j'étais déportée. J'étais juste à la gare de Budapest, parce qu'il fallait déjà, je travaillais là à Budapest. On était libre en Hongrie, il y avait beaucoup de réfugiés des autres pays, de Bulgarie, de Vienne. Où je dormis, il y avait une dame de Vienne. Personne ne voulait raconter ce qui s'est passé. Tout le monde avait peur de parler. Et quand il fallait mettre 3 jours, j'étais allée à la gare, et la gare m'a raflé, on m'a mis dans... C'était après, c'était un mois de mars, quand les Allemands sont entrés en Hongrie. Et voilà, j'étais dans je suis née dans un petit village, 20 km de cette ville de Welle-Wieserudel. C'était un village de 300 familles, tous très pieux. On avait un grand travail, on vivait notre vie très juive. Tous les enfants, ils étaient allés à Heider. Par rapport. Oui, Talmud Torah, petite. Les filles, moins, parce qu'il fallait payer. C'était difficile. On était des grandes familles. Moi, je suis dans une famille de 7 enfants. On est revenus 4. Moi, avec un frère, on était déportés. Je ne savais même pas que j'avais un frère à Auschwitz. Il était déporté plus tard. Moi, j'étais le premier transport de Hongrie. Quand on m'a déporté à Auschwitz, ils ont sorti même tous les... Il y avait beaucoup de juifs qui étaient communistes.
Ils ont sorti tous les juifs de prison. Ils les emmenaient tous. On n'était même pas avec des enfants, ni avec des vieillards. Il y avait des camions, on attendait, puis il y avait des juifs qui me disaient, il ne faut pas entrer dans le camion. Ils ont dit, qui est fatigué, qui monte dans le camion. Puis il y avait une fille qui avait très mal dans un jambe, elle est tombée. Elle voulait à tout prix aller dans le camion. Elle a tiré un monsieur. Elle n'a pas laissé entrer. Elle dit, jeune, tu peux encore marcher. Pour me dire, personne ne voulait dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on ne peut pas entrer dans un camion? Pourquoi personne ne savait cette histoire de Auschwitz? Et moi, plus tard, je taillais des pierres pour allonger les voies. Il n'y avait plus de camions qui attendaient plus loin. Les voies, ils étaient allés jusqu'à la porte de Amator. Pour le dire, ils ont fait tellement vite avec les Juifs de Hongrois. En 6 semaines, on était tous déportés. Pour ça, les Juifs des Hongrois, ils étaient protégés un moment, mais après, on a payé le prix. Exemple, mon père, ils étaient 8 enfants en 40 et personne n'a survécu. Et comme ça, dans toutes les familles, il y avait beaucoup de familles qui sont... personne n'est revenu, personne ne savait le nom. On savait bien que Leitz, Moïse Myers, comme ça, on disait juste le nom de père. Il y avait des petits noms, on ne savait pas. Et après 50 ans, moi j'ai vécu après. J'ai retourné de Auschwitz, j'ai trouvé 3 frères, ils étaient allés travaux forcés. Les Juifs, ils étaient allés aux travaux forcés, ils n'étaient pas des soldats, ils n'avaient pas le droit d'être soldats. Mais beaucoup des hommes qui sont revenus, ils n'ont pas trouvé leur famille, leurs femmes, leurs enfants. C'était... Je veux dire que quand je suis revenue de Auschwitz, il n'y avait pas un enfant dans ce village, personne. Il était caché. Ici, quand je vois, il y avait des enfants qui étaient cachés. Je ne sais pas qu'est-ce que vous... À Auschwitz, bien sûr, on a vu les fumées tous les jours, on savait qu'est-ce qui se passe. C'était très dur pour nous. Des fois, on voulait mourir. Quand on est allé faire nos douches, quand même, on a dit, est-ce qu'il va venir gaz ou est-ce qu'il va venir l'eau? C'était le vide. Tant que j'étais à Auschwitz, j'étais quand même 6-7 semaines, 6-7 mois à Auschwitz. Et après, j'étais partie en Allemagne pour travailler dans une usine de munitions, un peu plus loin que Berlin. Je sais, quand je suis revenue, je passais par Berlin, c'était tout cassé, mais on n'avait pas un haine. On a vu les soldats allemands, ils étaient arrêtés. On était comme pas vivante. Je ne peux pas m'exprimer comme on venait, ni on était heureuse qu'on était libérés. On a dit, comment on va répondre à ça? On n'a rien fait pour sauver quelqu'un. Je ne peux pas dire comment on était tous un peu comme pas des vivantes. On savait que quand on était dans le camp, on savait que notre fin, ça va être aussi comme les autres. Et c'était très dur le temps que j'étais à Auschwitz parce qu'il y avait quand même des gens qui racontaient qu'il n'y avait pas assez de gaz pour gazer,
qu'on les a brûlés comme des bois. Parce que c'était pas possible. Il y avait aussi un crématorium qui l'a sauté, parce qu'il y avait quand même des filles qui ont volé des matières pour... ça, je me rappelle que c'était Blocksberg, puis on était content que quelqu'un a fait quelque chose. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous saviez, lorsque vous étiez dans le camp, qu'il y avait des douches avec du gaz? Vous le saviez? Quand on était dans Parce que vous disiez, je vais aller à la douche, vous ne saviez pas si c'était de l'eau ou du gaz. Oui. Vous saviez qu'il y avait des douches avec du gaz. Puis il y avait des sélections aussi. Attendez, il ne fallait pas être malade, il ne fallait pas être faible. Quand Dr Mengele venait me choisir, on se faisait un peu, on a un peu de couleur. Mais maintenant, quand je vois un prisonnier qui est en prison, qui vient après un an, il vient faire son procès, je me dis, mais comment ça se peut qu'il a si bon mine, qui... Nous, après un an, on était d'escalade, on est encore là qui est resté en vie. Et il y a beaucoup qui étaient choisis pour aller au gaz. Il était faible, il est tombé dans les pommes. Il ne fallait pas tomber dans les pommes, il ne faut pas être malade, il faut être costaud, puis c'est tout. Mengele ne pardonnait pas, il n'aimait pas les gens faibles. Donc j'étais... costaud, après, je suis là encore. 87 ans. Après 7 mois, vous avez dit que vous y étiez allé en Allemagne. Vous êtes sorti du camp, alors comment ça s'est passé? Oui, on était amenés d'abord à Ravensbrück. Là-bas, il est venu peut-être un chef qui faisait un marchand d'armement. Il a choisi. Là-bas, c'était déjà mieux en Allemagne. Il a donné déjà une soupe un peu plus épais parce qu'il voulait qu'on travaille. Et puis, on dormait déjà 2 dans un lit. C'était déjà à 6. On dormait 6. Quand on voit maintenant les planches là-bas, d'abord, je ne connais plus cet Auschwitz comme il est maintenant. Quand je ne suis pas allée, je ne suis jamais retournée, mais je le vois dans le film. On dormait 6, il voulait se retourner, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas se retourner, on était comme des sardines. Bon, tout ça, c'est rien, c'est plutôt ça, qu'on a disparu de toutes les Ashkenazim d'Europe, les plus, c'est vrai, on parlait tous yiddish, on avait notre culture, on avait tout ça, c'est plus la même. Et tous les enfants, pour moi c'est tragique quand un enfant il disparaît, on tue. Et nous, tous les enfants de tous les villages, puis il y avait de grandes familles, ils avaient une mère qui avait un bébé déjà ici aussi en France, c'était comme ça. Et là-bas, il n'est pas resté un enfant. Le plus tragique, c'était ça, quand je suis revenue de camp. Je ne suis même pas restée longtemps dans le village. Et puis les paysans, ils me demandaient, est-ce que maman, papa, ils reviennent? Ils ne posaient pas de questions. Et je ne sais pas, est-ce qu'ils étaient gênés, est-ce qu'ils étaient... Il y avait qu'ils étaient malades. Il a dit peut-être pour ça elle est malade, parce que j'étais dans la maison de là-bas, on était superstitieux. Mais on a trouvé le Torah dans la synagogue, il n'était pas touché. Il y avait même un juif de mon village
qui l'a amené ici. Il est dans la choule de pavé, un Torah, qu'il était là-bas et resté dans la place, dans la synagogue. Après, ils sont venus, après la guerre, ils sont venus des petits-fils de grands rabbins. Ils ont détruit la synagogue. Ils n'ont pas demandé à personne, il n'y a rien, c'est eux tout seuls qui ont cassé. Ils ont dit, certainement, il n'y en aura pas de juifs. Puis c'est vrai, après on est partis tous dans la ville. Mais le Sefer, il venait de quelle synagogue? De votre village natal ou d'Auschwitz? Je n'ai pas très bien compris. Oui, j'étais dans notre village. C'était un petit village où il n'y avait pas d'électricité. C'est pas un petit parce qu'il y avait 2000 non-juifs et 300 familles juives. On habitait tous un à côté de l'autre. C'est pas parce que quelqu'un a poussé. On voulait être toujours. Vous savez, un juif, il a besoin d'un choule, un mikva. Il fallait qu'on sera à côté. Et puis, le Haïd, on attendait toute la journée, les enfants, on les ouvrait les fenêtres, on les attendait. Et quand on est revenu, c'était un village mort. Les paysans, ils vivaient hors de ville. Ils avaient des bêtes, ils avaient des terres. Ils n'avaient pas de terre. On était tous, on avait des métiers. Oui. Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que vous êtes arrivé? En tout cas, est-ce que vous savez combien de temps vous êtes resté à Auschwitz? Combien de temps je suis restée? À peu près, je savais, à cette époque, on ne pensait pas quel mois, quel jour, mais je sais qu'on était allé ramasser sur les champs. Il y avait sorti des pommes de terre, puis nous on a ramassé des herbes qui poussent, puis après je suis partie, c'était, je crois, 6 mois, j'étais à Auschwitz quand même. 6 mois, c'était beaucoup, c'était très... Oui. Oui, madame, quand vous avez été libérée, Oui. est-ce que vous avez raconté votre histoire tout de suite ou est-ce que vous avez attendu des années avant de la raconter? On n'avait pas pour qui raconter. On était tous déportés. Et puis, je veux dire, les paysans n'ont rien demandé. Ils ne voulaient rien savoir, les paysans, parce que c'était un village de paysans romains. Cette région, c'était comme ça. Mon village était des Romains, 6 km c'était des Hongrois, après il y avait des Russes. Chaque village, il y avait une autre relation. Et notre village, il était le plus grand. Et après 50 ans, j'ai trouvé des traces de tous ces enfants ils ont encore des dates de naissance qui ne sont jamais revenus, personne ne s'est jamais occupé de ça, même nous. Vous aviez quel âge? Vous aviez quel âge à quel âge vous êtes parti aujourd'hui? 19 ans, j'avais 25. Jeune. Pendant les 3 ans précédant la déportation, la guerre avait déjà commencé. Et donc la déportation c'était en 1944, si j'ai bien compris. Et mon avis, donc lorsque vous étiez en Hongrie, vous n'avez pas entendu parler de déportation en Pologne? Non, de déportation, non. Mais j'avais un frère, il était, je veux dire, les hommes, ils étaient au travail forcé. Il était en Ukraine. Puis il est venu pour quelques jours à la maison, il racontait qu'on tue des gens, on tue des juifs. Il faut qu'on tue, puis on les jette dans un fossé. Il disait que lui, il se faisait sourd et muet pour ne pas parler. Il avait peur qu'on va reconnaître qu'il est juif.
Mais on disait, bon, les Ukrainiens, c'est des antisémites, on croyait qu'eux, ils ont tué. On ne savait pas exactement. Même chez nous, ils ont ramassé 40 des familles qui n'avaient pas de papiers, qui étaient de nationalité hongroise. Ils les amenaient en Galicie. Ils ne sont jamais revenus. Je sais, mon père, il avait un seul avec 4 enfants, il n'est jamais revenu. Et après, ils ont déporté tout le monde. De cette région, Eichmann même, il est venu pour organiser le voyage, parce que déjà un Sighet, où il y a l'église de l'Église, c'était 3 quarts des Juifs et 1 quart non-Juifs. Il y avait peu de Romains, il y avait beaucoup de Hongrois. Même maintenant, il paraît qu'ils veulent cette région pour eux. Ils sont très... Mais eux, ils étaient pires comme les Français parce qu'ils n'ont pas laissé personne se cacher. Ils ont amené tout le monde. Personne n'est resté. Ni à Sighet, c'était une grande ville, ni dans les régions. Est-ce que, comme en France, la police hongroise a collaboré avec les nazis pour déporter les Là-bas, gens? c'était il n'y avait pas les Romains qui étaient les gendarmeries. Ils amenaient l'autre. Ils ont amené l'autre. C'est pas la police, c'est la gendarmerie. C'était les gendarmes qui sont venus chercher les Juifs pour aller dans une ville à côté, peut-être 15 km. Chaque côté, ils avaient une grande ville où ils ont ramassé tous les petits villages. Ils ont amené un camion ou une charrette. Et puis ça, je savais après parce que je n'étais pas à la maison. Je regrette pour tout ça. C'était, excusez-moi, à l'époque c'était le dictateur Horthy. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle en Hongrie où il y a un gouvernement d'extrême droite? Vous savez, maintenant, je suis plus peur d'eux, alors je me demande est-ce que quelqu'un il veut s'appeler de nous, qu'est-ce qu'ils ont fait. Vous savez, j'ai trouvé un endroit par hasard ici à Paris, je racontais, c'était dans un musée. Justement, ils ont fait voir les Juifs de Hongrois, comment ils étaient déportés, comment ils ont tué les Juifs de nu. Puis je dis, voilà, moi aussi j'étais déportée de Budapest. Et elle dit, on n'a jamais entendu parler de ça. Pour vous dire que personne ne voulait parler de ça, de cette histoire, qui était quand même grave. Ah, il y avait une guerre, il y avait d'autres morts. Qu'est-ce que c'est? C'est pas juste les Juifs qui sont morts dans la guerre. Voilà, et personne ne voulait savoir qu'on a choisi parmi les autres. Il y avait quand même des Romains, il y avait des Hongrois, il y avait des Russes, il y avait de toutes les nationalités. Et je me raconte encore quelque chose, que quand j'étais à Auschwitz, quand je ramassais, quand j'étais sur le champ pour travailler là-bas, il est venu un SS, puis il a entendu parler yiddish, hongrois, il est venu, il a dit d'où vous êtes. Alors on a dit d'où on est. Vous savez, jamais un SS ne parlait. Oui, oui. C'était la première fois qu'il dit, vous savez d'où je suis. C'était aussi à côté de Sighet, il était Schwab. Ça existait des Allemands, on les appelait les Schwab. Oui, les Souabes. Les Souabes. Oui. Et puis je savais qu'il y avait des Schwab dans un village, un peu dans une ville. C'était pas un village, c'était une ville. Pour vous dire, c'était pour nous quelque chose qui n'a parlé, qui n'a demandé d'où on est. On n'arrivait pas à oublier, même maintenant, je n'oublie jamais ça, qu'un SS, il n'a parlé, il n'y a rien du tout. Personne, il ne parlait comme on parle à quelqu'un
qu'il est un homme. Verfluchtete Schweine, verfluchtete Hures, verfluchtete... C'est toujours ça, pas un gentil mot, puis un SS, il était jeune, qui m'a dit, après, bien sûr, on n'a pas raconté, ni pour les enfants, c'est vrai qu'on n'a pas raconté, après je me suis mariée, j'avais un enfant, on n'a jamais raconté pour les enfants, il y avait juste un juif qui se cachait dans un grotte, puis il est resté vivant dans un autre village des Carpates, qu'il habitait dans cette ville de Siget. Puis il avait des petits-enfants, il appelait les aides, le grand-père. Alors tous les enfants ont dit, mais nous on n'a pas un grand-père. Il dit, non, ça c'est votre grand-père. Et le grand-père pour tous les enfants. Pour dire, on ne voulait jamais parler pour les enfants de ça. C'est vrai. On n'a pas, je ne sais pas, est-ce qu'on a bien fait ou est-ce qu'on n'a pas bien fait. On ne savait pas. On voulait quand même continuer la vie. On se sentait très coupable. On n'a pas dansé quand on était libre. On n'était pas en Grèce, on n'était pas... Voilà, l'histoire des Juifs d'Europe, c'est triste, c'est pour la vie, on est attaché à cet Israël, on espère, bien sûr, on a regretté pourquoi on n'est pas allé en Israël, pourquoi on s'arrêtait ici. J'avais un frère qui est parti en 1946. Il avait un métier de tricoteur, et mon mari allait à la maison, je croyais qu'on vienne me contrôler. Déjà un billet. Et comme il savait, je ne sais pas, est-ce que mon nom, il était aussi juif. Je crois que je vais embêter beaucoup. Hein? Vous savez, tous les juifs, ils ont une histoire et chacun, il a vécu tragique. Merci Madame Mettburger pour son témoignage. Et je vais passer la parole à Madame Fuchs. C'est pas ma faute. Pour un deuxième témoignage. Je préfère rester debout si c'est possible. Bon, je vais essayer de parler sans émotion. C'est toujours très difficile quand j'évoque la période de la guerre, mais je vais essayer de vous dire ça le mieux possible. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier très chaleureusement Éric Fetaïa, le président de cette communauté, parce que quand il m'a téléphoné pour me dire qu'à l'occasion de Yom HaShoah, il souhaitait accueillir des témoins encore vivants qui pourraient témoigner ici de ce qu'ils ont vécu, j'ai été très touchée par sa démarche. Car je pense que tant que nous le pourrons, il est de notre devoir de transmettre notre histoire aux générations futures, afin que nul ne puisse encore contester l'existence de la Shoah, des camps de concentration et de toutes les atrocités dont ont été victimes notre peuple juif. Car il ne faut pas oublier que dans toute l'Europe, 6 millions de juifs ont été assassinés de 1939 à 1945 par la folie raciste et antisémite d'un seul homme, Adolf Hitler. Par chance, l'Allemagne a perdu la guerre et il n'a pas pu aller au bout de son projet fou, celui d'effacer toute trace des Juifs sur cette terre. Mais avec la disparition de ces 6 millions de Juifs, en majorité d'Europe de l'Est, la culture ashkénaze est en voie de disparition, et avec elle, sa langue, le yiddish, pratiqué depuis plus de 5 siècles, si riche, si imagé,
qui a inspiré tant d'écrivains, de poètes et aussi de musiciens. En mémoire de tous ceux qui sont morts, il est de notre devoir, à nous les survivants, de nous battre pour ne pas laisser s'éteindre cette culture. Mon nom est Chappie Berthe Fuchs, née Grika. Je suis née le 1er janvier 1942. Mes parents étaient tous les deux originaires de Pologne. Mon père est né à Lublin en 1908. Ils étaient 3 garçons et 2 filles. Son nom était Sadok Grika. Ma mère, Marie Danziger, est née en 1900 à Warka, une petite bourgade, comme on dit en yiddish, un petit shtetl, située à une 50aine de kilomètres de Varsovie. Ils étaient 10 enfants. La misère et l'antisémitisme sévissaient en Pologne à cette époque. Et beaucoup de Juifs tentèrent d'émigrer en France, cette France dont ils entendaient parler comme le pays de la liberté et des droits de l'homme. Mon père est arrivé en France autour des années 1925 ou 1930, je ne sais plus, avec ses parents et ses frères et sœurs. Ils ont trouvé refuge à Paris dans le quartier de la Bastille. Il est devenu ouvrier ébéniste. À peu près à la même époque, ma mère est arrivée à Paris avec 2 de ses sœurs, Fanny et Ella. Elles ont appris toutes les 3 à coudre à la machine et elles ont trouvé du travail comme ouvrières en lingerie. Leur langue commune à tous était le yiddish et aussi un peu le polonais. Mais ils souhaitaient apprendre très vite à lire, écrire et parler le français pour s'intégrer du mieux qu'ils le pouvaient à ce pays qui les avait accueillis à bras ouverts et où ils trouveraient enfin la liberté et le bonheur. Alors, ils se sont mis à parler un français un peu bancal, avec un accent yiddish, mais ils étaient tellement fiers d'être là, en France. Mon père et ma mère se sont rencontrés à Paris. Ils se sont mariés en 1933. Ils ont trouvé un petit logement à louer dans le 11e arrondissement, et puis ma sœur aînée, Charlotte, est venue au monde en juin 1936. Il n'y avait pas beaucoup d'argent dans le foyer, car les salaires n'étaient pas mirobolants. Mais même s'il n'y avait pas assez d'argent pour acheter un berceau pour le bébé qui venait d'arriver, en tout cas, il ne manquait jamais de quoi manger sur la table, pour accueillir avec amour et chaleur toute la famille. Les sœurs et frères de mes parents se sont eux aussi mariés et ont eu des enfants. Et puis, un dimanche matin, mon père revient à la maison full joie. Il avait gagné à la loterie nationale. Pas le gros lot, bien sûr, mais suffisamment pour louer un plus grand appartement, Faubourg Poissonnière, pour acheter des machines à coudre, un stock de tissus, un peu de dentelle, et démarrer une petite entreprise de lingerie. C'était le bonheur. Et puis, 1939, la guerre éclate. Et la situation des Juifs en France devient de plus en plus difficile. Les législations antisémites se succèdent. Le premier statut en octobre 1940, puis le deuxième statut en 1941. Les mesures se durcissent de plus en plus. Les Juifs sont exclus de l'administration, de l'enseignement, de la justice. Le numerus clausus est appliqué aux Juifs pour limiter leur accès aux universités, à la médecine, au barreau. Les commerçants et les industriels sont spoliés de leurs biens. Ils n'ont plus le droit d'exploiter leurs entreprises. Les lieux publics sont interdits aux Juifs. Les squares, les promenades publiques, les cafés, les cinémas, les restaurants, ils n'ont plus le droit d'y aller et certains même affichent interdits aux chiens et aux Juifs. Et puis, il était interdit de faire ses courses en dehors de 15h et 16h pour les Juifs. Interdiction de posséder une radio. Et le pire de tout, le 23 mai 1942, le port de l'étoile
est imposée aux Juifs. Et c'est une source d'humiliation et d'insulte pour tous. Ces années seront pour tous des années d'humiliation, d'abandon, de trahison de la part de la France à l'égard de ceux qu'ils avaient accueillis quelques années auparavant. Puis le désespoir, car vivre ou survivre devenait de plus en plus difficile. Des années de terreur, de menaces et d'exclusion programmée. Les arrestations, les rafles, les convois organisés avec le concours de l'administration française. Il faut savoir que 76 000 Juifs ont été déportés de France. Juillet 1942, la rafle du Veldiv. Ma tante Hélène est arrêtée avec ses 2 jumeaux de 4 ans à son domicile par la police française et elle est emmenée au Veldiv avec des centaines d'autres familles. Vous avez peut-être tous vu le film La rafle du Veldiv et vous savez ce qu'ont souffert pendant quelques jours toutes ces familles avec des enfants sans boire, sans manger. Ça a été des moments d'horreur. Et puis, ils ont été transférés dans les camps de Beaune-la-Rolande et d'autres. Les hommes sont d'abord séparés des femmes et des enfants, puis envoyés en camp de concentration. Le commandement allemand a donné l'ordre à Pétain de déporter les hommes et les femmes, mais il ne parle pas des enfants. On sépare alors les femmes de leurs enfants. Elles sont rassemblées dans des trains et conduites vers les camps de la mort où la plupart sont gazés à leur arrivée. Les enfants qui sont restés seuls dans les camps du Loiret, après le départ de leur mère, sont livrés à eux-mêmes, pratiquement sans nourriture et sans soins, dans le plus grand désarroi. Comme aucun ordre n'arrive d'Allemagne au sujet de ces enfants, Pétain décide quelques semaines plus tard de les déporter eux aussi vers Auschwitz. Et ils sont tous exterminés dans les chambres à gaz. Grâce aux recherches qui ont été effectuées par le couple Beate et Serge Klarsfeld, qui ont consacré toute leur vie à ces recherches, vous le savez sûrement, dans un des livres qu'ils ont publié, le Mémorial des enfants juifs déportés de France, nous avons pu savoir que ma tante Hélène et ses 2 jumeaux n'ont pas été séparés par chance et qu'ils ont pu partir ensemble dans le même convoi du 31 août 1942 pour Auschwitz. Ils ne sont jamais revenus. Hélène avait 30 ans, ses enfants Jacques et Charlotte avaient 4 ans. La capitale devient trop dangereuse et mes parents décident de quitter Paris. La France est à présent divisée en 2 et il faut tenter de passer la ligne de démarcation pour rejoindre la zone libre. La région de l'Isère est celle où de nombreux résidents se cachent dans les montagnes. En 1943, nous partons pour Uriage, un petit village situé au-dessus de Grenoble. La famille Bersano, d'origine italienne, accueille dans leur grande villa, la Villa Terminus, de nombreuses familles juives. Mon père, ma mère, ma sœur Jacqueline, qui a 3 ans, et moi-même, pas tout à fait 2 ans, nous logeons dans 2 petites pièces au 2e étage. Mon grand-père et ma tante Madeleine dorment dans une petite pièce sur le même palier. Ma tante Fanny et son mari trouvent refuge dans le haut du village, à la Villa des Roses, et prennent avec eux ma sœur Charlotte, 7 ans. La sœur de mon père, Ida, son mari et leurs enfants trouvent à se loger à quelques kilomètres de là, dans le village de Séchilienne, qui a été un des hauts lieux de la résistance. Nous passons là plusieurs mois, tous ensemble. Mes parents se débrouillent pour obtenir du lait, des œufs, du beurre chez les fermiers alentour. Et nous n'avons jamais manqué de nourriture, car nous étions tous réunis. Ce dimanche 6 février 1944, il faisait très froid. Uriage était sous la neige. Il était à peu près 6 heures ou 7 heures du matin. Notre logeuse, Madame Bersano, et sa fille partent à la messe. Elles croisent sur leur chemin un soldat prisonnier italien qui leur dit en italien « Attention,
La Gestapo arrive dans le village. Ils ramassent tous les juifs. Elles font demi-tour pour aller prévenir au plus vite les familles juives qui logeaient dans leur maison. Tout le monde se veillait à cette heure matinale. Monsieur Bersano fait descendre tous les hommes à la cave. On ne savait pas encore si les Allemands n'arrêtaient que les hommes ou bien prenaient les familles entières. Mon père et mon grand-père sont partis se cacher dans la cave avec les autres hommes. Ma mère nous a réveillés, Jacqueline et moi, nous a vite habillés et a dit à ma tante Madeleine « Emmène vite les enfants chez Fanny à la Villa des Roses, je vous rejoins. » Les soldats allemands commençaient à envahir le village. Nous avons pu arriver à la Villa des Roses sans être arrêtés. Lorsque ma tante Fanny nous voit arriver sans ma mère, elle dit à Charlotte « Cours vite chercher ta mère ». Elle lui met un grand pot de lait dans la main et elle lui dit « Si tu croises un soldat allemand, tu dis que tu vas chercher du lait à la ferme. » Charlotte a couru aussi vite qu'elle a pu. Et en arrivant au rez-de-chaussée de la Villa Terminus, il était trop tard. Madame Bersano l'a attrapée avant qu'elle ne puisse monter à l'appartement et elle l'a fait rentrer chez elle. Du fond du couloir, elles ont entendu frapper à la porte. Ma mère, solidement tenue par un soldat allemand, venait déposer ses clés. C'est alors que Charlotte a voulu se jeter dans ses bras et partir avec elle, en criant « Maman ». Et Madame Bersano a étouffé son cri en mettant la main sur sa bouche. Ma mère a détourné la tête, comme si elle ne connaissait pas cet enfant. C'est la dernière image que Charlotte a gardée de notre mère. Elle la voit encore partir, vêtue d'une petite robe à manches courtes, alors que dehors il faisait si froid. Après cette rafle, il fallut quitter Uriage et partir ailleurs, trouver d'autres refuges dans les montagnes, car chaque jour pouvait emmener une nouvelle rafle. Il fallait sans cesse changer d'endroit, car la Gestapo pourchassait non seulement les Juifs, mais aussi les résistants. Un matin, une patrouille de soldats allemands accompagnés de la milice française sont montés dans le petit village de Montchaffray, juste en face de la maison où j'étais cachée avec mon oncle et ma tante. Il y avait une grange et ils avaient repéré une voiture entreposée là par les résistants. Ils ont mis le feu à la grange. Par chance, nous avons eu le temps d'aller nous cacher dans les champs. Toute cette période, jusqu'à la libération, a été très difficile. Mes deux sœurs ont été placées chez des paysans, où elles ont été très malheureuses. Notre mère nous manquait terriblement, et nous n'avions aucune nouvelle. À la libération de Paris, mon père est rentré pour tenter de récupérer l'appartement du Faubourg Poissonnière qui avait été réquisitionné par des Français non juifs et entièrement vidé de son contenu, le mobilier, les machines, les stocks de tissus. Il fallait reconstruire une nouvelle vie, sans sa femme, avec ses 3 petites filles. Mon père ne s'est jamais remarié. Il nous a donné tout son amour. Et il a veillé à notre éducation comme un père et une mère l'auraient fait ensemble. C'est beaucoup plus tard, grâce aux recherches de Klarsfeld, que nous avons pu en savoir un peu plus sur le sort de ma mère. Après son arrestation, elle a été transférée à Drancy, avec les autres personnes qui avaient été arrêtées en même temps qu'elle. Elle est restée environ 1 mois à Drancy, puis déportée par le convoi numéro 69, le 7 mars 1944. À l'arrivée du train à Auschwitz, et après la sélection, elle a été directement emmenée dans un camion et emmenée à la chambre à gaz. Puis son corps a été brûlé dans les fours crématoires. Après différentes recherches effectuées par mes sœurs et moi, des appels à témoins pour tenter de retrouver des gens encore vivants ayant connu notre mère durant sa captivité, le 6 septembre 2000, nous avons reçu un courrier de l'amicale des déportés d'Auschwitz, dans laquelle il nous disait avoir reçu l'appel d'une femme qui n'a pas voulu laisser son nom ni son adresse. Trop dur pour elle, a-t-elle dit. Et voilà ce qu'elle a raconté. J'ai connu Marie Brica à Uriage-les-Bains, déjà avant notre arrestation. J'ai connu Charlotte et ses 2 petites sœurs.
Nous avons été arrêtés, Marie et moi, ensemble et transportés à Grenoble. Marie, n'ayant pas voulu donner l'adresse de ses enfants quand elle a été arrêtée le 6 février avec moi, grâce à son héroïsme, elle a été battue, giflée par le chef du camp de Drancy. Elle a ensuite été mise dans la prison du camp, une cave gardée par un homme. Là, j'allais la voir tous les jours, parce qu'il la laissait monter un peu. Nous avons été déportés ensemble, mais elle n'est jamais rentrée au camp. Elle était anéantie dans cette prison, elle ne souriait pas. Dans le transport, nous n'étions pas dans le même wagon. Elle m'avait donné un peu d'argent qu'elle avait pu garder sur elle pour que je puisse timbrer une lettre pour envoyer à ma mère. En 1953, l'État d'Israël décide d'honorer les justes parmi les nations, ceux qui ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs. Le 2 novembre 1997, le président de la République française a inauguré un monument en hommage aux justes parmi les nations de France. Ma sœur Charlotte a entrepris toutes les démarches pour faire remettre la médaille des justes à la famille Bersano qui nous a cachés pendant la guerre. Suzanne Bersano est toujours vivante. En février 1998, en présence de nombreuses personnalités, elle a reçu la médaille des justes ainsi que pour sa mère à titre posthume, au musée de la Résistance et de la déportation de Grenoble. Après cette cérémonie, Madame Bersano nous a envoyé une longue lettre de remerciement, dans laquelle elle nous raconte les souvenirs précis qu'elle a gardés de ces terribles moments, et en particulier, je cite ces paroles, de ce maudit dimanche qui restera à jamais gravé dans ma mémoire lorsque votre mère a été arrêtée. Elle dit aussi: c'est Dieu qui a voulu que tous ceux qui étaient sous notre toit soient sauvés, sauf malheureusement votre chère maman. Et puis encore, c'était un simple geste d'humanité et qui ne méritait pas tant d'honneur. J'espère que vos enfants et petits-enfants ne verront plus jamais ça. On a l'habitude également d'associer à cette cérémonie, et on voit bien que ces personnes sont rattachées à Eretz Israël. On a l'habitude également d'avoir une pensée pour nos Chayalim qui sont tombés au front. Je vais vous demander à chacun d'entre vous de vous lever. On va faire une minute de silence. Et si le président me le permet, on clôturera cette cérémonie par la tigre.
On remercie encore les participants, notamment les témoins, Madame Weinberger et Madame Fuchs, pour ces témoignages vraiment très émouvants. Shabbat Shalom.